La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Alain Foucault est parti de RFI après 32 ans de service au sein de cette maison. Et comme on pouvait s'y attendre, sa sortie est très attendue. Alain Foucault, bonsoir. Bonsoir, Joël. Je dois te te tutoyer, je Alors, dois avouer mon embarras. On va faire comme d'habitude, on se tutoie. Voilà. Alors, je dois dire que il faut que je commence par te remercier. Promesse ténue, tu m'avais promis une fois partie des RFI que je serais la première personne à t'interviewer et aujourd'hui, je crois que c'est la toute première interview que tu accordes après cette bombe, comme je disais en introduction. En tout cas, merci pour cela. Merci. Alors, tout de suite, on met les pieds dans le plat. Alain Foucault a-t-il été viré ou a-t-il démissionné des RFI? On s'en perd. Au regard des commentaires sur les réseaux sociaux, je dois avouer aujourd'hui qu'on est un peu perdu. Non, mais les gens ont envie d'être perdus, je vais dire. Ceux qui s'excitent sur les réseaux sociaux, qui mesurent leur virilité simplement à la quantité de méchanceté qu'ils vomissent sur les réseaux sociaux, devraient quand même faire un petit effort. J'ai décidé de partir, et je pense que tu le sais, ça fait un moment déjà. Et j'ai décidé de partir parce qu'à 60 balais, je ne sais plus ce que je peux faire dans cette maison, en réalité. Et j'ai d'autres ambitions, beaucoup d'autres ambitions qui sont de rendre service à mon continent et de parler de façon tout à fait libre, de parler comme je l'entends et de dire les choses que je ne peux pas dire sur une antenne qui est une antenne mainstream, avec des règles, avec un choix éditorial. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire dans cette maison et qu'il était arrivé le moment où je devais partir. Et puis pendant près d'un an, ou même un peu plus, on m'a demandé de rester pour essayer de trouver quelqu'un pour me remplacer. Ce que j'ai accepté après une discussion, et je suis parti volontairement. Mais ceux qui parlent de moi devraient faire un effort de se rapprocher de RFI. Et RFI ne fait pas de mystère. J'ai demandé à partir, j'ai présenté une démission et je suis parti. Oui. Alors, est-ce que ce départ n'était pas inéluctable au regard de la relation très tendue avec RFI ces dernières années? On se rappelle de l'épisode à Linguété, en République démocratique du Congo. On a vu justement certains de tes collègues à RFI monter au créneau pour demander ta tête. Est-ce que c'était un départ qui n'était pas finalement devenu inéluctable? Le départ était inéluctable si je gardais ma position, évidemment. C'est-à-dire que moi, je suis un homme libre. J'ai toujours été libre, et je pense que ceux qui ont suivi ma carrière le savent. Et j'arrive à un moment où je n'accepte pas la couverture que l'ensemble des médias internationaux font. Et puis, je trouve très tiède la manière dont on couvre l'Afrique, un peu biaisée de mon point de vue. Pas que RFI, je n'ai pas envie de parler spécialement de RFI, mais la manière dont on parle de l'Afrique, je pense qu'elle n'est pas assez franche, assez juste. Il y a un regard un peu condescendant de la presse internationale sur l'Afrique, et je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire à l'intérieur. Maintenant, je pense que je suis libre pour faire exactement. Mais on va te répondre immédiatement. Il t'a fallu 32 ans pour te rendre compte de cela. Non, il n'a pas fallu 32 ans. Je trouve que ceux qui disent ça ont des raisons de le dire, mais c'est qu'ils n'ont pas suivi ma carrière. Je pense que, comme la plupart des gens, j'ai pensé qu'on peut changer les choses en étant sur place, en étant à l'intérieur, en disant des choses. Et je pense que celui qui a regardé ce que j'ai fait sur cette antenne-là sait parfaitement que je n'ai pas spécialement changé de braquet. Simplement, il arrivait un moment où les choses, on est à un tournant de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire contemporaine de l'Afrique, et je préfère être à l'extérieur pour dire exactement ce que j'ai à dire. Mais sauf que j'avais envie d'être écouté, de parler à l'Afrique, de parler de l'Afrique, et que j'avais envie d'être vraiment panafricain au sens propre du terme, au sens noble du terme. Et par conséquent, il fallait que je parle aux Africains. Et puis j'avais une vraie douleur de voir comment on parlait de l'Afrique. Et puis une opportunité m'a été offerte
de rejoindre RFI, que j'écoutais depuis que j'étais tout petit, je vais dire, nous tous dans nos maisons, les gens de mon âge, nous écoutions nos parents qui ouvraient la radio soit sur RFI, soit sur la Voice of America. Donc quand on avait envie d'être journaliste. Et par la suite, Africa numéro 1. Et par la suite, Africa numéro 1, justement. Et donc quand on avait envie d'être journaliste, on se disait, je vais travailler sur ces médias-là. Je pense que j'ai réalisé ce rêve-là en entrant dans ce média. Maintenant, sur la couverture, je me suis dit, à l'intérieur, je vais impacter. Il faut que j'apporte quelque chose de différent, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Voilà comment j'ai rejoint RFI, de façon volontaire et de façon très, très, très décidée. Alors aujourd'hui, avec le recul, alors, est-ce que tu as le sentiment d'avoir impacté de l'intérieur? Est-ce que 32 ans après, tu te dis, ça en valait la peine? Alors, on ne peut pas danser et se juger. Les autres doivent juger. Moi, j'avais envie de faire plusieurs choses. Et je pense que j'espère, en tout cas, qu'on va mettre ça à mon crédit. J'avais envie de faire plusieurs choses. D'un, je suis arrivé sur une antenne où je vais raconter l'histoire de l'Afrique, parce que la manière dont l'histoire de l'Afrique était racontée, de mon point de vue, n'était pas la vraie. Et j'ai créé Archives d'Afrique. J'ai créé Archives d'Afrique en me disant, voici la version africaine de l'actualité internationale. Et je pense que la plupart des jeunes ou la plupart des moins jeunes, me reconnaissent au moins d'avoir raconté l'histoire de l'Afrique contemporaine autrement. Archives d'Afrique est devenue une marque à un certain moment donné, et je n'en suis pas peu fier. Et je continue ça sur d'autres supports. Il y a une version vidéo, parce qu'Archives d'Afrique m'appartenait, ça n'appartenait pas à RFI. C'est pour dire à quel point j'avais envie que ça n'appartienne pas à quelqu'un, mais que ça reste africain. Dans Archives d'Afrique, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu Médias d'Afrique. Jules, tu sais très bien, Médias d'Afrique, l'idée de Médias d'Afrique, c'était de donner la parole aux journalistes africains pour qu'on écoute une autre version de l'actualité internationale, la version africaine de l'actualité internationale. Ça n'était jamais arrivé sur un média. Et violenter un média au point de prendre des éditoriaux africains qui étaient les plus durs pour les mettre sur cette antenne-là, il fallait le faire. Et c'était en quotidienne. Je l'ai fait pendant 16 ans. En quotidienne de lundi à vendredi pendant 16 ans. Et ça a permis de connaître un certain nombre de journalistes africains. Bien entendu. Ils ont émergé en étant écoutés sur cette antenne qui était une antenne première. Et je pense On se rappelle effectivement Sacré Sédou Ouedraogo, Jean Latangana au Cameroun, Ouezin Luoulon, et certains sont devenus des correspondants de RFI. Je pense à Peter Dorbé, par exemple, ou à Polycarpe Somba, qui sont devenus des correspondants parce qu'on les a écoutés. Sur Médias d'Afrique. Et en plus, je luttais à l'intérieur pour que nous africanisions les correspondants. Je pense qu'ils sont un certain nombre de correspondants qui doivent me reconnaître d'avoir mené cette lutte-là. C'était ma part que j'apportais dans cette maison. Et puis, il y a eu le débat africain que j'ai récupéré, dont j'ai hérité de Madeleine Moukamabano, qu'il fallait rebooster. Je pense l'avoir fait avec une certaine force, puisque c'est devenu l'un des rendez-vous phares de cette antenne, où on n'était pas complaisant. Et je pense qu'on peut m'accuser de tout, sauf d'avoir été complaisant dans ce magazine-là, ou sauf de n'avoir pas été panafricain. Et puis je termine par le fait quand même que, pendant longtemps, nos dirigeants étaient essentiellement interviewés par d'autres, avec ce que cela comporte, avec les clichés que l'on peut connaître. Je me suis donné la mission de les interviewer en étant sans complaisance. On en parlera. Vous avez oublié Afrique Plus, même si ça a été bref. Peut-être que c'est. Donc tu vois que je me suis démerdé. Je ne suis pas trop mal démerdé, je crois, parce qu'Afrique Plus c'était la première fois où on décidait de montrer les Africains qui réussissent, pas ceux qu'on allait voir qui sont les banabana, des chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie. Et je pense que sur ce plateau-là, en reportage, non rémunéré, je dois le dire, souvent financé par moi-même, j'allais chercher des personnes pour les montrer en disant, voilà, l'Afrique, ce n'est pas que la famine, ce n'est pas que les guerres, ce n'est pas que les pandémies, c'est aussi des gens qui entreprennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de capitaines d'industrie qui sont passés par ici. Je pense à Jean Kakou Diagou, par exemple, du groupe NCA, qui a créé l'une des plus grandes assurances du continent. Je pense à Paul Fokam-Kamenier, de Vox Africa, qui est le patron de Afriland First Bank, qui est passé par ici. Et je peux en citer comme ça un bon nombre. Je pense à Azalaï, le groupe Azalaï avec Mossadegh Bali. Qui est-ce que je n'ai pas cité? Ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici. Donc pour moi, c'était une façon de montrer l'Afrique autrement.
Oui. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Je ne sais pas, mais j'ai essayé en tout Mais cas. il y a une curiosité, Alain. C'est-à-dire que quand tu arrives à RFI, c'était un instrument au service de la France. D'ailleurs, RFI dépend du ministère français des Affaires étrangères. Est-ce que dès le départ, tu as conscience de cela? Moi, j'ai conscience d'une chose. J'ai plutôt tendance à penser que quand on quitte une femme ou quand une femme vous quitte, vous évitez de parler l'un de l'autre. Ça s'inscrit dans l'élégance, ça s'inscrit dans la galanterie. Donc parler de RFI, c'est pas tellement un truc dont j'ai envie spécialement, parce que c'est un peu comme si vous vous êtes quitté et tu as envie d'étaler. Oui, enfin, je pose vos la question différences évidemment parce que, comme tu as dû le remarquer, parmi la floraison de critiques ou de commentaires après ton départ des RFI, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire il a servi le maître et aujourd'hui il retourne sa veste. Mais celui qui m'a vu servir le maître, comme ils disent, a vu ce que je faisais à l'intérieur de cette boîte. Et je pense que je viens d'en parler. Je pense que j'ai joué ma partition, qui n'est pas une partition qu'on peut considérer comme complaisante. Je mets au défi quiconque de cela. Ensuite, à côté de ça, j'ai dit, il faut que les Africains, je ne parle pas de ceux qui s'excitent sur les claviers, hein, parce que eux, c'est des situations pathologiques graves. Je pense que eux, c'est plus du domaine du psy. Mais je pense que l'Africain doit s'inscrire dans la démarche de comment je construis, pas dans la démarche de je déteste simplement. Il faut dénoncer, c'est évident, et je pense que certains le font très bien, mais en même temps, il faut s'inscrire dans l'avenir. Dit que j'ai servi le maître, il devrait plutôt regarder qu'est-ce que Foucault a fait comme contenu jusqu'à maintenant. Et si Foucault n'avait pas été là-bas, qui l'aurait fait? C'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et Jules, je n'ai pas besoin de me justifier à des gens qui sont sur des réseaux sociaux, qui n'ont que le clavier. Non, mais il y a bien d'autres gens qui ont besoin de comprendre. Alors, comment ça s'est passé? Et on va terminer par là sur cette partie concernant RFI. Les 32 ans, comment ça se passait avec la hiérarchie? Parce que, comme tu l'as si bien relevé, les programmes étaient atypiques. Parfois, pouvaient ramer à contre-courant de la ligne éditoriale de la maison. Archives d'Afrique, c'est très bien de le rappeler, ça n'a jamais été un programme qui a appartenu à RFI, mais ça t'appartenait à toi. Alors, comment pendant ces 32 ans, tu as surfé entre la hiérarchie, entre la volonté d'une certaine ligne éditoriale et toi, ton ambition? Je serais malhonnête si je dis que c'était l'amour tous les jours. Mais ce n'était pas surtout de la part de la hiérarchie, parce qu'il y avait un PDG qui m'appelait le poil à gratter. J'étais un peu le bonhomme qui était pas dans la ligne. Mais en même temps, je ne me faisais pas d'illusions. Je veux dire, j'étais un peu un prétexte. Que vous voyez, on est libre, faut qu'il dise ce qu'il a envie de dire. Les relations n'ont pas toujours été faciles, mais il y a eu des patrons qui étaient plutôt très arrangeants, qui étaient plutôt de bons patrons, à mon avis, qui me laissaient faire ce que j'avais envie de faire, parce que pendant toute cette période, tous ont découvert Archives d'Afrique à l'antenne. Tous ont découvert le débat africain à l'antenne. Tous ont découvert les médias d'Afrique à l'antenne. Et les interviews que je faisais, même si ça ne plaisait pas à certains de mes camarades, mais pour des raisons évidentes, je les ai fait. Je n'ai pas eu, on va dire, une pression particulière, mais parce que j'étais un peu le poil à gratter et le prétexte à un moment donné. Donc tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné, pas seulement toi, je sais qu'il y a d'autres gens aussi, Jean-Karim Fall et tout. Est-ce que tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné utilisé comme un prétexte pour davantage africaniser l'antenne des RFI, qui doit, comme on le sait tous, sa plus grande part d'audience au continent africain? Je ne sais pas si je vivais ça comme un prétexte. J'étais dans un environnement et j'ai dit j'ai envie de dire ce que je dois dire. Si on me laisse le dire, c'est déjà pas mal. Je pense que si les Africains m'ont plébiscité à un certain moment, c'est parce que je disais ce que j'avais à dire. Et c'était ça le plus important pour moi, que je sois prétexte ou pas, que je sois là ou pas. RFI aurait existé et RFI aurait fonctionné de la même façon. Il fallait une voix au moins à l'intérieur qui dise le contraire de ce que j'avais à dire. Et on était un certain nombre où on était très soudés. Avec Claude Siard, on est très très soudés. Le défunt Mevegué et moi, on était très très soudés. C'était mon petit frère, Mevegué. Et on arrivait à faire passer des messages que nous avions à passer. Jean-Karim Fall, le défunt, on était très 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 proches. Ça me permettait d'avoir avec eux des discussions pour dire ce que nous avions à dire. Parce qu'après tout, on pleurniche beaucoup. On est dans les pleurs en permanence. Mais ce média, il est financé par le contribuable français. Bien sûr. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi on ne crée pas le nôtre? Pourquoi, au lieu de geindre, on ne ferait pas mieux d'avoir les nôtres qui disent ce qu'on a à dire? Ce média existe, point à la ligne. Il arrose nos pays, c'est un fait. Est-ce qu'il faut le regarder de côté?
Et puis si vous n'êtes pas content, si les Africains le détestent à ce point, il suffit de rien, hein, on ferme, point. On regarde une autre chaîne. Hein. Comme c'est le cas actuellement dans l'AES. Je ne sais pas, mais moi ce que je dis, c'est simplement que même si dans votre pays, la chaîne émet, vous avez le choix de l'écouter ou pas. Mais dans le même temps, vous vous rendez compte que ceux qui critiquent le plus sont ceux qui regardent. Ils se lèvent le matin avec ça, se couchent le soir avec ça, et dénoncent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, quand vous dénoncez, vous ne regardez pas. Depuis que j'en suis parti, je n'ai jamais regardé. Alors, dernière question sur RFI. On va dire RFI et France 24, parce que tu as travaillé également. Oui, c'est la même France maison. 24, c'est quasiment la même maison. Alors, depuis que tu es parti, ça fait quelques mois, quel est le regard que tu portes? Est-ce que tu écoutes en toute honnêteté, RFI? Est-ce que, voilà. En toute honnêteté, oui, bien sûr. Je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais écouté depuis que je suis parti. Je vais dire, ça doit faire, avant même que je ne parte, je n'écoutais plus l'antenne, pour des raisons qui sont simples. Hein, c'est que moi, j'ai un choix éditorial, je travaille sur autre chose, et je ne me lève pas le matin en disant que je vais écouter ça. Et puis, ayant travaillé sur le continent, pendant tout ce temps-là, j'ai mes réseaux d'information, mes réseaux de communication qui font que je n'ai pas besoin de regarder par là. Et même le débat africain, vous n'écoutez pas. Vous savez, vous avez été remplacé par Namori Dosso. Est-ce que... C'est quelqu'un que j'aime bien, mais je n'ai jamais écouté. Ouais. C'est triste, mais je n'ai jamais écouté. Ça ne m'est pas venu à l'esprit d'écouter, j'écoute autre chose. Ouais. C'est un divorce totalement consommé. Oui, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas, comme je viens de dire, je ne suis pas dans la démarche de contre. Je suis pour faire quelque chose. Donc ce qui est contre quelqu'un, ça ne me parle pas tellement. Je suis plutôt pour construire. Bon, c'était une partie de ma vie, j'avance. D'accord. Alors, on a beaucoup entendu justement cette partie du départ des RFI, et certains l'ont lié à un certain projet que tu as lancé, Mansa. Alors, explique-nous aujourd'hui quelle est la corrélation entre ton départ de RFI ou du groupe France Média Monde et le projet Mansa. Les gens se sont dépêchés non seulement de faire une relation entre les deux, mais en plus de dire des choses assez amusantes, assez tristes par moments. Ça fait longtemps qu'on travaille sur Mansa quand même. Je ne sais pas, Jules, bon, tu fais ton métier de journaliste, donc tu dois être le plus détaché possible. J'essaye, je dois avouer, pour être totalement honnête, compliqué. Qu'on a hésité à faire cette interview. Voilà, c'est pour ça que j'étais embarrassé de faire l'interview avec toi, parce que tu connais la vérité de l'intérieur. Mansa, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, non? Et ça fait un moment déjà où je me suis dit, oui, il y a des gens qui dénoncent, et c'est très bien. Et avec eux, je dénonce une situation, ce qu'on a fait à l'Afrique, le mal qu'on continue de nous faire, les pillages dont on est victime. Mais une fois qu'on a pleuré, il faut s'inscrire vers la construction, vers le projet. Et comme je dis toujours, le rejet ne constitue pas un projet. À 60 balais, à un moment donné, il faut se dire, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je donne aux autres? Peut-être qu'il faut que j'amène les autres à construire, ne pas pleurer seulement, à se dire, qu'est-ce qu'on veut devenir? Et comme je ne suis pas en train de construire une carrière, je peux dénoncer sans avoir peur d'être sanctionné par une hiérarchie, ou etc. Donc, je ne suis pas parti pour Mansa. Mansa, c'est un projet qui travaille depuis un bon moment, sur lequel on se dit comment on va repenser l'Afrique. Donc, ceux qui ont pensé ça se sont totalement trompés. À côté de ça, je me suis dit, Alain, maintenant, tu n'as plus spécialement quelque chose à prouver là où tu es. Prouve-le en faisant quelque chose d'autre. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Notamment à Faux Média. Et c'est à Faux. Qui est à Faux Média que tu as lancé. On va en parler. Je voudrais qu'on reste quand même un peu sur Mansa, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mansa. Mansa a été lancé à Lomé, au Togo. Et l'une des questions qui revient, c'est pourquoi le choix du Togo pour installer le siège de Mansa, qui est une SAS. Il faut le préciser, je suis obligé de donner des informations. Je ne vais pas faire semblant, étant moi-même porte-parole de Mansa. Alors, on peut revenir là-dessus. Pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Et peut-être toi aussi, parce que d'après les informations qui circulent, tu vivrais désormais à Lomé, au Togo. Moi aussi, j'ai appris par la presse que je vivais désormais au Togo. Et j'en ai pris acte. C'est vrai que je viens très souvent au Togo. Je viens au Togo depuis 1989, depuis que le vieux était aux affaires. Et je n'avais jamais encore remarqué que le fait de venir était un péché. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? C'est encore là une des choses qui
qui est triste en même temps, parce que avec ça, tu te rends compte que même si aujourd'hui on recommençait la traite négrière, il y aurait quand même pas mal de nègres qui vendraient leurs frères à la même vitesse et avec le même plaisir. Non. Mansa, pourquoi pas Lomé? C'est plutôt la question que devrait se poser un certain nombre de personnes en se disant, est-ce que Foucault est le seul à choisir la direction du Togo? Quand vous regardez au Togo, vous avez des banques qui s'installent ici, des sièges de banques qui choisissent le Togo. Je pense à Ecobank, je pense à Orabank, je pense à d'autres banques que je ne vais pas citer ici. Et puis à côté de ça, le Togo est devenu un hub. Les gens se battent ici, et tu le sais bien, Jules, pour pouvoir s'installer. C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est qu'il y a bien un avantage, c'est qu'il y a quelque chose qu'offre le Togo. Pourquoi est-ce que Foucault ne pourrait pas en bénéficier? Ça, c'est un premier volet. Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec le président de la République ou avec d'autres personnes au Togo, ça a dû jouer, évidemment, mais pour moi, j'ai regardé l'endroit qui était le mieux placé pour pouvoir s'installer, pour pouvoir installer Mansa. Il y avait le Togo. Et je regarde, ceux qui critiquent aujourd'hui ne sont pas mécontents que Askai soit sur place. Hein. C'est le seul pays où vous pouvez aller de n'importe où, en un seul vol, et être là. C'est vraiment un hub. Donc c'est à saluer, que ça plaise ou non, qu'on soit du gouvernement ou non, c'est un fait. C'est un endroit où on trouve des banques qui donnent des emplois aux gens, des sièges de banques qui s'installent, des institutions financières qui s'installent. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et puis, il y a quelque chose quand même dans ces gens qui se disent panafricanistes, les panafricanistes du clavier, qui me surprend. Je suis africain, j'ai choisi un pays, c'est mal. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le Biya pour le soutenir. Hein? Puisqu'il ne disait jamais du mal de Biya, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'était un projet Félix. On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais allé. Donc, quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par monts et par vaux sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. Hein. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, c'est pas dans sa chambre en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non, il faut être sur le terrain. Non, je suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je ne suis pas dans la politique politicienne, je ne suis pas dans la politique togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un a filmé. Du président autour des membres du gouvernement. Avoue que ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que en fait j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc d'un coup on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, sur ce coup-là alors, je suis pas encore conseiller. On me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre. Alors, tu as beaucoup parlé de la relation avec le père et à débat. C'était quoi la nature de vos rapports? Des relations, comment je dis, presque de père à fils, dans le sens où le président Eyadema un jour a écouté Archives d'Afrique et a cru que je m'appelais Alain Focard. Donc a cru que c'était le fils de Jacques Focard. De Jacques Focard. Alors, et ça a été la même chose avec le président Omar Bongo, qui croyait que c'était le fils de Jacques Focard. On demandait à me rencontrer. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, mais vous êtes noir, mais vous pouvez pas être son fils. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il a cru ça. Et il m'a pris d'affection, il m'a félicité. Il a dit, très bien, j'aime bien Archives d'Afrique, je l'écoute.
Et bravo pour ce que vous faites. Il m'a souvent donné des informations sur ci ou sur ça, mais personne n'a le souvenir que j'ai été complaisant avec le président Yadima, qu'il respectait. Le fait que je sois libre, c'était même peut-être ce qu'il respectait le plus. Alors, justement, on va revenir sur Mansa et cette proximité avec Faure. On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Bon, Jules, on va arrêter le délire. Enfin, il y a des coïncidences. Moi, je fais l'avocat, entre guillemets. Tu fais bien l'avocat du diable. Et voilà. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à l'Infoca, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça. Qui finance Mansa. Et si rapidement, certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on ne dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça et dire, allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Jules, tu sais très bien comment Mansa est financé par nous-mêmes. Personne n'a encore donné un centime à Mansa. Les voyages que nous faisons, nous les finançons par nous-mêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui s'excitent derrière leur clavier fassent un effort pour être crédibles, parce que ça discrédite un peu un environnement qui aurait pu être un environnement extraordinaire pour les Africains, les réseaux sociaux, puisque ça leur donne un média. Sauf que c'est pas compliqué. Mansa est financé par les membres de Mansa. Et c'est en cela qu'on est fort. Et on espère qu'on sera suffisamment nombreux pour que les populations viennent aussi en se disant, voilà des gens qui veulent repenser l'Afrique. Le minimum pour nous est de les accompagner et de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils s'en sortent. Nous tirons le diable par la queue, mais nous avons accepté ça, de dire, voilà, ok, on va repenser l'Afrique, on va faire des réunions, on va faire des retraites pour penser sur tel et tel sujet, et nous finançons nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça, parce que oui, mais l'argument qu'on donne aussi, c'est qu'Alain Foka, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo, alors qu'il y a des problèmes au Togo. Il y a des problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foka parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Mais je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ben, ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. Je pense à un ancien Premier ministre qui m'a dit un jour, Alain, puisque il en est ainsi, on va s'occuper de toi. Parce que d'un coup, il m'a vu venir au Togo, alors que lui, je l'ai invité au moins une dizaine de fois sur mon plateau. Et le pouvoir en place me fait souvent le reproche de les inviter un peu plus sur mon plateau. Non, c'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Oui, parce que peut-être on va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi